Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Canal Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Canal Football Club. La poutine du soccer. Bonjour, bonsoir et bon après-midi à tout le monde, à tous nos fans du Cannes Football Club. Bienvenue dans une autre expérience audiophonique du podcast Cannes FC édition Couscous Piri Piri en ce dimanche 25 février 2018. Avec moi, comme d'habitude, Nilton George. Salut Nilton. Salut Sofiane, t'es prêt pour la saison 2018? 2018, c'est officiel. La pré-saison est finie. La pré-saison est presque finie. It's over, baby. Donc voilà, bienvenue. Moi, c'est Sofiane. Comme Nilton a mentionné mon nom, merci. Mon prénom, merci. Sinon, on ne saurait pas qui parlera en ce moment. Bienvenue à l'épisode 313. Couscous Piri Piri, le duo le plus ethnique, le plus le plus énergétique de la planète québécoise, du moins canadienne, je pourrais même dire. Et peut-être nord-américain, Nilton. Peut-être on est le plus multi-ethnique. On va commencer avec le Québec. Le Québec, voilà. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde de nous écouter sur les différents plateformes de podcast. On est sur iTunes, on est sur SoundCloud, on est sur n'importe quel appareil ou application qui lie un fil RSS. Inscrivez-vous à nos podcasts. Le mot-clé à chercher, c'est Cannes Football Club Plus, avec le signe plus. C'est très important. On mettra les liens évidemment dans les show notes, dans les notes de l'émission évidemment. On va partager ça à travers nos réseaux sociaux. Moi du Cannes FC, moi évidemment c'est @SofianeBenzaza si vous voulez m'emmerder avec Mancuso. Et Nilton George si vous voulez l'emmerder avec ses remords à la con, c'est elle. Avec tout le reste. Et tout le reste avec @Nilton George. Si vous cherchez des rumeurs, Nilton va vous inventer une ou deux pour booster un peu votre journée pour un frais nominal de 12,95 plus shipping et handling. Au grand plaisir de C'est super. Bon, rentrons dans le vif du sujet. L'Impact vient de finir son dernier match officiel de pré-saison, un match nul de partout contre le New York City FC. 2 buts de David Villa, 1 but de Piatti, 1 but de Taider. La pré-saison est finie en termes de match. Il reste encore que la semaine à Montréal avant de décoller à Vancouver pour jouer le premier match de la saison MLS contre les Whitecaps le dimanche prochain, 4 février, si je ne me trompe pas. Ah oui. C'est bon, 4 mars, pardon. Donc voilà, l'Impact, on va pas nécessairement parler du match en détail durant cette émission, Nilton, mais on va évidemment en parler à travers les multiples questions du public qui n'ont pas arrêté de nous harceler de façon positive, à demander du knowledge, à demander qu'on leur parle, puis on leur parle ici, parce qu'on est la seule émission qui parle aux partisans directement. Donc, Nilton, je te laisse commencer par la première question du public, Vox Populi, pour qu'on puisse démarrer notre débat. C'est rendu qu'on parle latin. C'est incroyable, hein? Vox Pop, on est trop fort, bro. La première question vient de Bruno Latulippe. C'est une bonne question. Il demande, puisque lui, il est juste un fan et pas un ultra fan, il ne connaît pas les subtilités peut-être du foot. Qu'est-ce que Garde fait de si différent que Mauro Biello en cette pré-saison? Est-ce que tu veux commencer? Je peux commencer. S'il te plaît. Je vais te laisser du temps de... Non, j'ai une idée, c'est quoi, mais j'aime t'entendre. Voilà. Rémi Garde a probablement focusé en pré-saison sur l'aspect le plus facile pour travailler, c'est sa structure défensive. On voit clairement que l'équipe a un plan clair et net quand l'équipe adverse a la possession du ballon. Hein? On l'a vu là, lors du dernier match. Les 15 premières minutes, c'était un pressing, mais un pressing qu'on n'avait jamais vu de la part de Montréal depuis qu'ils sont en MLS. Ils allaient absolument essayer de gagner le ballon dans le territoire adverse, puis c'était un pressing, pas seulement un joueur, là, c'était des vagues de pressing. 1, 2, 3, 4 joueurs qui harcelaient le porteur de ballon, même jusqu'au gardien de but. Tu sais. Mais ils ont aussi un autre plan, c'est-à-dire, une fois que ça fonctionne pas, clairement, ils se retrouvent à 11 derrière la ligne du centre. Tout à fait. Et là, ça devient hyper compliqué pour l'équipe adverse de structurer quelque chose de dangereux. Puis les seules occasions que l'équipe adverse a, il faut des éclairs de génie. Là. Villa, ce qui a réussi,
C'est magnifique. C'est ça. Il y a 10 joueurs dans la ligue qui sont capables de nous faire ça. C'est tout. Le coup franc, ben, il y en a peut-être 2-3 qui sont capables de marquer un coup franc comme ça. Donc, le premier plan, tu sais, la priorité de Rémi Garde, là, dans ce camp, là, c'était de former ces joueurs au niveau physique, d'être capables d'appliquer un pressing comme ça pendant plus qu'une demi-temps, là, qui sont capables d'y aller à fond pendant 70 minutes, 80, puis éventuellement 90 minutes, pour être très, très, très difficile de jouer un football structuré contre eux. Là, l'attaque, ça, c'est tout autre chose. Là, c'est un plan à long terme, puis il faut aussi avoir les éléments pour. Puis visiblement, Garde n'a pas les éléments pour passer au plan, à la prochaine étape de son plan. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, je suis d'accord à 1000%, puis tu réponds parfaitement à Bruno Latulippe. Au fond, c'est que l'aspect physique a été travaillé de façon acharnée, puis Biello l'a fait avant aussi, là, avec Yannick Girard, ils ont travaillé le physique, évidemment. Et peut-être ils ont fait une coche en plus, peut-être ils ont passé plus de temps dessus, peut-être ils avaient un nouvel agenda avec une nouvelle motivation, que ce soit du nouveau staff qui veut se prouver, et les joueurs nouveaux et anciens qui veulent aussi se reprouver, entre guillemets. Ça, je suis d'accord. Puis, on a vu à travers les matchs, on a parlé durant les 2-3 derniers épisodes, le pressing de l'Impact. Donc, le pressing pour Bruno, c'est quand tu mets la pression sur le porteur du ballon et aussi sur les joueurs les joueurs potentiels qui vont recevoir le ballon. Donc, tu mets une pression de zone ou individuelle pour pouvoir forcer une erreur de mauvaise passe ou une erreur de placement de l'équipe adverse. Puis, on l'a vu à plusieurs niveaux. Du haut pressing, comme t'as dit, Nilton, pour essayer de asphyxier l'adversaire même au niveau du gardien de but adverse, jusqu'à un bloc bas pour pouvoir, tu sais que t'es pas assez bon pour avoir une meilleure position de balle que New York City FC, parce que t'as pas les éléments, comme t'as dit Nilton, au niveau de l'attaque. Si c'est pas Itader, si c'est pas Piet, si c'est pas Edwards, à certains moments, ou Piatek fait des miracles, c'est très dur pour l'Impact de garder le ballon de façon significative. Donc, là, dans des statistiques régulières MLS, l'Impact va se retrouver entre 40 et 51% de position de balle, au meilleur des cas, dans un match. Ouais. Un match typique, donc, il joue par rapport à ça. Puis la différence entre Garde et Biello, c'est que je pense qu'on voit clairement l'application du collectif, du pressing défensif en groupe. Et il a une rotation. Si Mancuso le fait pas, c'est Taider qui va le faire. Puis Mancuso recule pour couvrir Taider, etc., etc. Kroliki le fait, Piatti le fait. Tout le monde le fait. Donc, il y a un buy-in du groupe pour dire on est prêt et on doit se sacrifier physiquement pour pouvoir être frais pendant 90 minutes. Et je pense qu'on verra cette différence durant les prochains matchs. On espère voir l'Impact être frais et dispo avec un groupe de 12 joueurs maximum, 13 peut-être, qui sont prêts à jouer 90 minutes, 100%, avec une certaine agressivité. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se prendre des buts, mais il y aura une certaine agressivité. Ça, c'est évident. Puis l'autre volonté aussi qu'on dénote dans les matchs, c'est aussi cette volonté-là de construire avec un jeu simple, au sol, passe courte, beaucoup plus. Même si Biello nous avait dit l'année passée, après le camp d'entraînement, qu'il voulait avoir une équipe un peu plus de possession. Il voulait, mais il n'a jamais été capable de l'obtenir de ses joueurs. Là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus clair, là. Tu sais, oui, Bush, comme un peu l'année passée, en début d'année, fait des relances courtes à ses défenseurs. Mais là, on voit à partir des défenseurs, on voit des combinaisons, des petits 1-2 simples. L'autre grosse différence, c'est que Piet joue simple, joue court, joue par l'axe, joue à terre, ce que Donadel ne fait pas. Donadel, c'est dans sa nature. Il essaye continuellement de sauter par-dessus une ligne puis d'aller chercher soit Piatti ou soit son ailier droit à l'époque. Là, non. Là, on voit beaucoup plus de combinaisons, puis on essaye de jouer du foot de possession, mais il manque un élément au centre. Parce que Shomi, Kroleki, ils sont pas capables, présentement, de proposer ce genre de jeu-là. Taider est capable, mais Taider, ça devient limité parce que il se tourne vers son côté gauche, puis éventuellement, l'équipe adverse va bloquer cette option-là. Et non, et c'est vrai, ça revient au personnel, puis ça fait une très belle analyse, Nilton, c'est vraiment pour dire, tout le monde va devoir step up, élever son niveau de jeu d'un cran. Le jeu au sol est privilégié, évidemment, on le voit clairement. Pas que Biello le privilégiait pas, mais il avait une tendance à vouloir jouer rapidement vers l'avant, donc les longs ballons en MLS, ça marche bien.
ça marche aussi ailleurs, hein, les longs ballons. Ben oui. Si t'appelles Iniesta et puis t'as Eto'o ou Henry dans le bon vieux temps, les longs ballons marchent aussi, quoi. Même si Guardiola va te dire non. Mais c'est un moment, si t'es précis, ça marche. Mais c'est pour dire, puis on conclut pour Monsieur Latulippe, c'est la différence, c'est que peut-être il y a une certaine une vision différente, mais aussi des attentes différentes. Parce que Bilo l'an dernier, puis on le savait, il n'avait pas un bon groupe au milieu de terrain. Même si on savait que Djemali venait. Alors que un groupe aussi fort qu'il pensait. Alors que Garde a dit clairement après le match des jeunes, quand il s'est fait implanter 5-0, il dit que la profondeur n'est pas là. Donc Big Guard se dit déjà, j'ai 11, 12, 13 joueurs maximum, 14. Ouais. Et on va faire avec peut-être quelques agents libres qui viendraient ou des échanges à MLS entre maintenant et avril et attendre juillet pour peut-être un recrutement un peu plus fringant. Mais il est conscient, puis son discours est clair. Genre, lui s'attend, il y a des attentes élevées par rapport à son groupe, mais il sait qu'il lui manque des joueurs pour exprimer le potentiel, exprimer son idée de jeu à travers ses joueurs. Il manque 2 ou 3 postes clés, mais on verra à travers les matchs s'il y a des joueurs qui vont step up, qui vont vraiment se surpasser puis nous surprendre. On ne sait jamais. Prochaine question. Oui, Monsieur Matteo Marquez qui nous demande, salut Matteo, Kroliki mérite-t-il d'être convoqué pour les premiers matchs de la saison, voire même être titularisé, malgré la présence de milieux comme LBG, Louis Belangueyette, Chomi, Chouanière et Donadel? Je vais l'accompagner avec la question de Jeff Sénéchal, qui nous dit Cal Trialist, joueur laissé, semble être une valeur sûre pour l'avenir à moyen long terme. Je le savais pas au début, mais Kroliki c'est un joueur LSC avec l'Impact. Il a été repêché, mais il est quand même LSC pour qu'il puisse se faire un contrat. Je pense que c'est ça. Donc voilà, je combine la question de Matteo et JF en même temps. Merci Matteo, merci JF. Et puis pour Kroliki, je trouve que on a vu les choix que Garde, et tu vas le mentionner, Nilton, sur les deux, Kroliki et Chomi. Louis Belangueyette, il est blessé. Les blessés ont tort par leur absence. Chouanière, il est plus le remplaçant d'Edwards. Si Edwards est blessé ou joue mal, c'est Chouanière qui va rentrer à sa place. Donadel, c'est la roue de secours comme ton 4e milieu de terrain dans un milieu à 3. Ça, c'est le genre de question qu'on n'a pas posé à Rémi Garde. J'aurais voulu avoir la chance d'y poser la question. Ça serait vraiment ma question. Puis on se pose la question depuis le début de cette année. On fait quoi avec le milieu à 3? Qui est le 3e milieu et qui est le 4e, 5e dans ton hiérarchie? Et quel rôle tu donnes à chacun? Exact. Le rôle de Donadel n'est pas clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'a été que le substitut de Piet. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant avec Donadel, en fait, pour répondre à JF et Matteo, pour dire, Kroliki, je pense qu'il va avoir un contrat. Kroliki, là, moi, ce qui m'a étonné de Kroliki, c'est que, dans le fond, c'est un choix de Rémi Garde en le voyant peut-être 2 jours. C'est tout. C'est fou. Parce que ce gars-là a été repêché parce que Rémi Garde l'a vu dans le Combine, a beaucoup aimé, a pas trop compris comment ça se fait qu'il était encore libre au 3e choix. C'est quand même quelque chose de lire ça, parce que ça veut dire que au niveau recrutement, puis je parle pas de l'Impact de Montréal, mais je parle MLS au grand complet, on a peut-être des grosses lacunes pour trouver vraiment en quoi un joueur est si bon que ça, puis peut-être qu'il y a des trouvailles à faire, puis que le draft de la MLS peut être utile, parce que d'année en année, on voit des joueurs de la MLS qui deviennent des titulaires clés, comme par exemple Parker à Vancouver. Ils n'ont pas été repêchés premiers, là. Dom Dwyer, c'est la même chose. Il a été repêché 16e en première ronde. Alors que maintenant, c'est un des meilleurs buteurs de la Ligue. C'est pas mal étonnant. Et plus souvent qu'autrement, les premiers choix, les top 5 premiers choix, année après année dans la MLS, c'est pratiquement des flops. Donc, si un gars comme Kroliki, 3e ronde, on s'entend que en MLS, la 3e ronde, s'il y en a un qui est signé pour l'année d'après, c'est bien. Oui. Quand on le voit sur le terrain, c'est un joueur de la MLS. C'est pas nécessairement Kroliki, c'est pas un gars qui va te faire gagner. Hein? C'est pas celui qui va absolument changer le cours d'un match. Mais quand il est sur le terrain, il te fait pas mal. Non, c'est vrai. Puis si Garde l'a vu, il l'a trouvé intéressant. Puis on voit qu'il y a un certain apport physique dans le sens, il court, il fait du pressing. Il fait peu d'erreurs. Il fait peu d'erreurs, voilà, mais il est pas nécessairement wow. Comme Chomi, je pense qu'ils vont faire plus d'erreurs que leurs coéquipiers parce qu'ils vont te forcer à faire un jeu rapide, hâtif.
Mais ça, on le verra. Mais encore une fois, comme tous les jeunes, que ce soit des gars de l'Impact, l'Académie ou ailleurs, il faut qu'ils jouent. Tu sais. Et puis, mais ceux qui sont blessés peuvent pas se prouver. Et ceux qui performent mal, ben, ils vont mal paraître, puis ils vont descendre dans la hiérarchie. Donc voilà. Mais Kroliki, c'est un joueur intéressant. Et pour conclure, Borat Simono qui pose la question, si Mancuso est notre partant en attaque et que Kroliki est le troisième avec Taider et Piet, quel est l'âge du chauffeur d'autobus? Moi, je dis 44 ans. Oh, c'est vieux, ça. Wow, il faut que l'expérience en Floride. Tu peux pas être un jeune. Il faut que tu sois safe pour les snowbirds. Voilà. Donc, maintenant, ta question préférée. Benoît Raymond. Pensez-vous que Edwards pourra continuer de se démarquer au rythme auquel il nous a habitués depuis quelques matchs? Il est partout, il court sans cesse. #CCPP. Merci Benoît pour ta question. Nilton, l'honneur est à toi. Mais c'est ça qui plaît aux gens. Hein? C'est qu'il court partout, il est rapide, il touche à des ballons, mais c'est tout. Je veux dire, Edwards, il va être utile de temps en temps, mais si on veut être dangereux à droite, il faut quelque chose d'un peu plus percutant que ça, quelque chose de beaucoup plus utile que ça. Edwards va aider, c'est correct, mais j'aurais beaucoup mieux aimé un Edwards sur le banc comme quelqu'un qui va arriver en cours de match avec sa vitesse, provoquer quelque chose, puis d'avoir comme tu dis, les absents ont tout le temps tort, mais un Vargas à droite, j'aurais aimé le voir aller un peu plus longtemps pour voir ce qu'il est capable d'apporter. Mais les gens l'aiment. Moi, je suis un peu étonné comment que après 15 minutes, on lit beaucoup de trucs positifs sur Edwards. Oui. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est positif parce qu'il touche à plein de ballons, mais c'est pas nécessairement très utile. Puis, oui, il a une certaine... dans la MLS, il va être pas mal marqué, puis il va pas obtenir tant de chances que ça. Non, c'est vrai, il a une certaine inefficacité et un peu de déchets dans son jeu. J'ai l'impression qu'il essaie de jouer comme milieu offensif numéro 10 sur un côté. Donc, il a tendance à temporiser le jeu et tout le temps reculer vers l'arrière, ce qui est correct dans certains cas. Mais quand il est le côté droit, peut-être un peu plus de percussion. Et puis, il a fait des bonnes choses aussi. La belle combinaison qu'il a fait pour donner le ballon à Taider en une touche sur le but de Taider. Oui. Quand Edwards, quand il joue rapidement, avec première intention, et que le collectif autour de lui s'active et envoie du mouvement, Edwards, il est capable de faire le travail. Maintenant, c'est une question de répéter. Et c'est intéressant de voir comment il va évoluer, puis rapidement. Choinier aura le même défi, et puis les deux vont peut-être mis de côté dès ou s'il recrute un ailier droit, ou si Vargas prend sa place à droite. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, le problème, c'est quand le collectif va venir l'aider, mais là, le collectif, il est faible parce que tout le monde dépend du collectif, mais ceux qui influencent vraiment le collectif, il y a à peu près 2 joueurs, c'est tout. C'est Taider, maintenant, avec Piatti. Le reste va dépendre de ces 2 joueurs-là. Il faut quelque chose de beaucoup plus dangereux ailleurs sur le terrain, que ça soit à côté de Taider ou l'ailier droit. Mais je pense que quand tu as des lacunes individuelles, entre guillemets, genre ton côté droit, c'est pas un Piatti qui est gaucher, c'est pas l'équivalent de, je sais pas moi, de Jason Mabb quand il se blesse pas. Donc il faut que tu te bases sur le collectif, dans le sens, genre il faut que le joueur joue juste, rapidement, se rende disponible. Il faut que Edwards et Petrasso combinent plus souvent. Il faut qu'ils prennent des risques. Il faut que les passes soient précises. Il faut éviter les erreurs non forcées. On s'entend que ça va être difficile. C'est pas facile, mais je pense. Ce qu'il apporte dans le match, c'est ce que Romero apportait l'année passée. Du bon, quelques flashs. Oui, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, mais c'est juste que Romero, ça fait 3 ans, puis on était tannés. Oui, il y a ça aussi. Là, il finit à la retraite. Il y a ça aussi, mais c'est à peu près la même chose. Mais le profil d'Edwards reste quand même intéressant parce que je trouve que il travaille. c'est ça. Il est généreux. Il est capable de donner 90 minutes. Voilà, il est généreux dans l'effort, c'est important. Donc je ne veux pas que les gens pensent quand je baisse mes standards pour dire oui, il respire donc il est bon. C'est plus pour dire voilà, le gars il fait un minimum, il fait le travail. Sinon il n'aurait pas été considéré comme titulaire depuis 3 matchs et demi.
Il est considéré comme le gars à droite. Il est titulaire par défaut parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut Oui, prendre ça. il est titulaire par défaut, mais les autres, pourquoi ils sont pas aussi bons que lui? Ils sont si mauvais que ça? Est-ce que Edwards est mauvais? Les autres, c'est qui? On a vraiment personne d'autre. Disons qu'on compétitionne avec Choignard, disons. Donc si Edwards est nul, Choignard est vraiment nul, David? Ou est-ce que Edwards est correct, pas mauvais, et Choignard est juste pas assez bon? Tu sais, si on dit que le remplaçant, si le gars qui est derrière lui n'est pas capable de battre Edwards qui se pose mauvais, bah, ça dit beaucoup, ça dit autant sur Edwards que sur Choignard, par exemple. Et je suis pas en train de taper sur Choignard. Mais Edwards n'a pas eu la compétition, par exemple, que Raitala a à gauche. Oui, parce que Raitala, c'est pas prouvé autant que Edwards, je pense, c'est prouvé. Oui, mais il y a quelqu'un derrière qui peut le pousser puis qui peut prendre sa place 45 minutes après pour montrer ce qu'il est capable de contribuer à cette équipe. Disons que tu veux essayer quelqu'un à droite, tu mets qui? Oduro. Oduro a même pas été habillé du dernier match. Choignard s'est blessé. Vargas ressemble de plus en plus à Ontivero. Oui, heureusement, sur le terrain, Edwards peut plaire et peut être efficace à certains niveaux. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est là où je pense qu'Newton, il faut donner un peu de temps. Même si l'Impact n'a pas beaucoup de temps, il jouait à gauche principalement. Oui, il jouait à gauche dans un 3-5-2 où c'était un latéral gauche et ailier gauche. Là, c'était pas Mais ce qui est bien, c'est que heureusement, Petrasso contribue beaucoup dans ce couloir droit. Et c'est pourquoi qu'ils l'ont mis là aussi. Parce qu'il sait qu'il peut monter intelligemment, qu'il peut apporter du surnombre, qu'il peut aussi retourner en défense. Alors que Duval, il donnait l'impression qu'il avait du mal à gérer ses efforts. Maintenant, c'est une compétition. Petrasso se blesse, Petrasso joue mal. Duval va rentrer, ça c'est sûr. Mais on verra. On verra, mais c'est tu sais, quand on arrive au poste qu'on a identifié comme étant douteux, ben, on passe plus de temps dessus. Comme le fameux troisième milieu de terrain. Les gens nous demandent, on en parle depuis 4 épisodes. Le fameux côté droit, les gens nous demandent, on en parle depuis 4 épisodes. Voilà, quoi. La prochaine question, c'est probablement en attaque. Les gens le demandent, on en parle depuis 4 épisodes. Bon, tu sais, on n'est pas Nostradamus, mais je pense qu'on est pas mal bon, Nilton. Je dis ça comme ça, là. C'est facile à prédire cette fois-ci. C'est ça. Puis, pour revenir un peu sur Kroliki, la question de Jess Bournival, la question de l'étonnement, où Kroliki, vraiment, dans 11 partants avec un emoji de doute. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est chômé au Kroliki. C'est chômé au Kroliki. On n'a pas le choix dans la mesure où Donadel, c'est clairement pas une option pour Rémi Garde. Non, c'est vrai. Puis c'est chômé au Kroliki pour le moment. Ou Vargas, s'ils le mettent comme numéro 10 et que Mancuso reste titulaire en pointe. Il commencera pas le match avec... il peut pas risquer Vargas 60 minutes où il va être cramé finalement après 30 minutes. Oui, il se peut qu'il se blesse, exactement. Exactement. Et puis je trouve que le rôle de Donadel, cette année, c'est de donner... Si on lui dit, ben, on veut que tu joues 10 matchs titulaires, ou on veut que tu joues l'équivalent de 10-15 matchs en termes de minutes jouées, le but de Donadel, puis il le sait, je pense, c'est que de donner une performance Donadellesque lorsqu'il était à Fiorentina. Je vais maximiser ce que j'ai donné à la Fiorentina quand j'étais au top. Je vais donner ça à mon club sur une base limitée. Lui, son focus, c'est d'être sharp physiquement, techniquement, être bon, donner vraiment sortir le Donadel de Fiorentina de la Viola en lui pour l'Impact, pour sa dernière saison au club. Puis il voit aussi des matchs sur le terrain artificiel qui s'en viennent, fait que probablement il veut éviter. Exactement. Il est en gestion d'éviter, il gère, comme il a souvent dit Rémi Garde, il fait avec ce qu'il y a avec. Donc un Donadel à Vancouver, peut-être que ça le tente pas de l'utiliser. Après, il y a aussi les matchs à Montréal. Les autres matchs, je me souviens plus c'est sur quel genre de terrain, mais il se dit, mais peut-être que là, en début de saison, Donadel, je vais pas l'utiliser tant que ça. J'ai besoin de développer soit Shomi, soit Kroloki pour aller chercher le maximum de points en ce début de saison-là. Exactement. Puis ils vont jouer un bloc bas quand il va falloir. Ils ont besoin de jambes. Ça va être beaucoup plus facile pour eux de jouer ce début. Ça aurait été plus compliqué de commencer comme ça avec une nouvelle équipe à la maison où ils ont le fardeau du jeu. Là, ça va être beaucoup plus clair. Là. Ils vont s'installer en 4-1-4-1 dans leur terrain, attendre, contrer le mieux possible. De temps en temps, des vagues de pressing haut pour des pertes de balles. Mais ça va être simple.
pour l'équipe, c'est très, très simple de jouer comme ça parce que en étant comme ça à l'étranger, ils peuvent se fier sur ces flashs de Piatti, de plus en plus les flashs de Taider. Ça va être beaucoup plus facile au niveau de l'organisation pour l'Impact de Montréal. Non, c'est vrai. Et pour rappeler nos auditeurs, l'Impact joue contre Vancouver dimanche le 4 mars 2018 à Vancouver, joue à Columbus le 10 mars 2018 et ensuite accueille Toronto le 17 mars. Ils s'en vont à Seattle après. Et New England. Turf. C'est ça. Et Rebels. Donc, voilà, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 7 premiers matchs de la saison, 6 premiers matchs de la saison, l'Impact joue à l'extérieur, sauf contre Toronto au Stade olympique, et il joue contre Toronto FC. Donc, j'ai l'impression que l'Impact va plus subir qu'autre chose, sauf peut-être qu'en New England, on verra. C'est une nouvelle saison, une nouvelle mouture. On verra ce que ça va donner. Next question, por favor. Il y a une question de Gab Foley qui nous demande, est-ce que c'est fini le mercato d'hiver? Est-ce qu'on devrait attendre à cet été? Est-ce que c'est une année de transition pour Rémi Garde? Bonne question. Mercato d'hiver n'est pas aussi officiellement fini. Non, c'est jusqu'au mois de mai. Là. L'hiver dure longtemps à MLS. Les joueurs sans contrat à travers la planète peuvent venir. Les échanges MLS, on connaît pas la gravité de la blessure de Jackson Hamel et d'autres joueurs, donc c'est pas encore fini, mais ils vont devoir attendre l'été pour faire des grands coups pour les joueurs qui sont pas à la Coupe du Monde et pour ceux qui sont à la Coupe du Monde aussi, s'ils ont le budget. Si Joe Saputo libère du budget en termes de transfert et ou de salaire, à voir. Mais s'ils veulent rester dans la course entre guillemets et ne pas avoir un gros gap à combler en arrivant en juin-juillet, je trouve qu'il devrait essayer de recruter 2 joueurs pros. Mais tu sais quoi? Moi, jusqu'à la semaine passée, j'étais dans le camp de il faut absolument recruter des joueurs maintenant dans ce mercato-là d'hiver. Parce que les points perdus en début de saison sont pas rattrapés par magie à la fin de la saison. Mais visiblement, ils n'ont pas été capables. Les joueurs identifiés ou tous les plans qu'ils avaient pour aller chercher leurs besoins, ben ça tombait à l'eau. Tout à fait. Là, quel genre de joueurs ils vont être capables de recruter maintenant là, en début de saison? Là, on est rendu dans les plans W, X, Y, Z. Là. C'est quel genre de qualité? T'sais, il faut pas faire l'erreur de signer un joueur à tout prix maintenant et être pris avec ce contrat-là par la suite. C'est vrai, mais maintenant, ils sont beaucoup mieux parce que là, il reste pas il y a de la gestion d'effectifs à faire. Donc, si tu as de l'argent pour aller chercher 2 ou 3 joueurs, aussi bien attendre cet été pour aller chercher les joueurs clés qui vont faire une vraie différence dans le 11 partant. Mais tu assumes qu'ils vont survivre sans avoir un deuxième... Là, ce qu'ils doivent faire, c'est travailler au niveau MLS. Il faut absolument qu'ils trouvent une façon d'échanger au duo, d'aller... Là, il faut un avançant, il faut absolument... Il faut Jack McInerney en avant, il faut ou soit un jeune... un autre plan, un autre projet comme Harry Shipp, ils ont besoin de trouver quelqu'un MLS pour combler le trou jusqu'au recrutement de cet été. C'est vrai, ça c'est clair, on est d'accord. Ils ont besoin de 2 joueurs pour pouvoir avoir un effectif de 14-15 joueurs qui peuvent vraiment faire tourner s'il a besoin. Mais en même temps, s'ils sont menottés par le budget et le manque d'intérêt de clubs qui voudraient avoir ou pas Oduro et d'autres joueurs, ben, je pense que c'est difficile, hein, parce que, je sais pas moi, est-ce qu'ils vont échanger Lovitz pour libérer une place pour un autre joueur parce qu'ils disent, ben, on va ramener un jeune de l'académie côté gauche. Tu sais, je sais pas honnêtement, mais c'est difficile parce que le truc étant, c'est que l'an dernier, la situation était beaucoup moins grave en termes de postes à combler. C'est vrai. Mais on a senti que c'était grave parce que les profils n'étaient pas du tout bons. Et on savait que Djemaili venait. Donc on était un peu alarmiste, mais pour dire, ben, c'est quoi le plan de jeu? Parce que surtout, c'est la confiance dans le discours de Biello qui peut-être cachait son doute par rapport à la saison. Peut-être il le cachait bien. Mais c'est pour dire, ben ouais, on a un problème.
Garde, il l'a dit, quoi. Garde l'a dit, on a un problème. Il a pas dit qu'on a un problème, il a dit, il manque la profondeur, clairement. Donc, ça aurait été bien d'avoir Taider, Piet et Thibaut Moulin en ce moment. Vous savez, on aurait été contents. Moi, dans un monde parfait, imaginaire, utopique, plein de licornes, Jemiley, Taider, Piet, c'est bon, on est en business. Tu sais, ça, c'est certain. T'as ces 3 gars au milieu de terrain, c'est bon, tu survis jusqu'à juin, et puis tu t'essaies de faire surpasser les jeunes, puis ceux qui performent moins, puis à un moment, il faut que la gestion du groupe, l'effectif et la psychologie sportive et individuelle soient au rendez-vous. Et puis ils le savent, les gars de Lyon, c'est pas la première fois qu'ils le voient, là. Puis en termes de différence de perception, et quand les gars de Lyon ils formaient les jeunes de l'académie, tu sais, que leur 11 partants dans les U20 ou U19, c'était vraiment la moitié. Ils savaient qu'ils étaient des pros avec Lyon à jouer à temps plein. Donc, j'aurais cru que lors de ce camp d'entraînement-là, il y aurait au moins un gars de l'académie qui aurait challengé un poste. Exactement. Et c'est ça que je dis, la perception entre avoir un 11 typique de l'académie de Lyon, on sait que dans 3 ans, c'est tous des pros, quoi qu'il arrive, parce que la section est tellement dure qu'on se dit, ceux qui sont là, a priori, ça va marcher, alors qu'avec l'Impact, sans le FC Montréal en plus, on se dit, ok, quand j'oublie le latéral gauche, Dinumba, Daniel. Quelque chose. Dinumba. Ouais, bon, ouais. Il s'est brûlé, mais c'est correct. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se casse la gueule. Il y a Thomas Meyer-Giger qui s'est totalement brûlé sur un match. Est-ce que c'est juste de le blâmer? C'est juste de le. Non. Est-ce que c'est juste mais c'est normal. Mais il faut se rendre à l'évidence. C'est pas parce qu'il a joué 6 ans dans tous les clubs écoles de l'Impact de Montréal que c'est un gars qui a de l'expérience. Exactement. Il faut que ça joue. Donc, alors que tu vois des gars comme Xiaomi qui sont mis dans des positions, débrouille-toi puis performe, il apporte quelque chose de différent. Bon, t'as aussi Bahia que je trouve qui est bon, mais peut-être trop jeune. En tout cas, on a parlé du mercato 15 000 fois, puis on va en parler peut-être à chaque épisode, mais c'est vraiment pour dire, il y a des trous il y a beaucoup plus de postes à combler que l'an dernier, mais comme on a Taider, comme Adouard, c'est pas dégueulasse, le potentiel de Vargas, Piatti, il va marquer entre 15 et 20 buts. Donc, il y a tous ces questionnements-là. Il y a un truc qui me dérange aussi, puisqu'on a parlé de Jemiley. Je pense qu'il y a une question sur Jemiley, mais on va en parler juste après. C'est que je me demande, est-ce que l'Impact, que ce soit le coach ou la direction, ou les deux en même temps, est-ce qu'ils essaient de remplacer Jemiley le joueur, ou est-ce qu'ils essaient de remplacer les 8 à 12 buts que Jemiley marquerait en MLS? Et je trouve que ce raisonnement-là, et s'ils ont un des deux raisonnements, je suis content. S'ils veulent juste passer à autre chose et faire autre chose, je le vois pas, même avec Vargas, parce qu'on l'a pas assez vu jouer. Donc, c'est un peu difficile de cerner dans quelle direction ils vont. Parce que Jemiley, il faut remplacer son impact sur le jeu, qui est très différent de Taider. Mais il faut remplacer aussi, ses buts. Hey, tu fais quoi? Ça vient un peu répondre à la question d'Anthony Bellil qui compare Taider et Jemiley et l'apport de Taider. Oui. Je pense que le camp d'entraînement a encore une fois changé les plans de l'Impact de Montréal. On voit qu'un gars avec de l'expérience, c'est pas parce qu'un gars était un peu plus défensif en Europe que rendu dans MLS, il est pas capable de contribuer autrement. On l'a vu avec Jemiley qui était pas nécessairement un attaquant qui est devenu un attaquant en MLS. Là, on voit aussi Taider, là, il ose un peu plus. Il se rend compte qu'il est capable de monter. Puis il se retrouve dans la boîte beaucoup plus souvent qu'il se retrouvait dans la boîte en Italie, là. Mais je pense qu'on lui donne les instructions de faire ça aussi. Ça fait partie de son rôle. Puis avec l'équipe d'Algérie, il mélangeait le rôle d'être un numéro 6, être un numéro 8 et quasiment un 8,5, parce qu'il avait des joueurs différents avec lui. T'avais latéraux qui montaient, t'avais Brahimi, t'avais Fegoli, t'avais Slimani, t'avais Mahrez. Tu sais, c'est des joueurs. Donc, c'est pas fou de penser que Taider, statistiquement, va contribuer à peu près à la même chose que Jemiley. Mais en plus, au niveau... C'est un petit stretch opportuniste, c'est un petit stretch positif, mais je t'accorde... Ça sera pas très loin, là. Ça sera pas très loin en tant que contribution offensive. Mais en plus, au niveau leadership et de la cohésion dans l'équipe, Taider, c'est une coche en haut de l'érème, là. Oui, mais c'est des profils... C'est en train de prendre une place immense là, dans ce club-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis ça répond à Anthony, comme tu avais dit. Taider m'apparaît jouer davantage en équipe que Jemiley. C'est pas parce que Jemiley était méchant, mais juste que c'est des rôles différents.
peut-être Djimali il y a 4-5 ans quand il était à Naples ou même à Galatasaray, et peut-être il était beaucoup plus comme Taider, peut-être un peu plus brouillon. Mais Djimali, même si tu vois la dernière feuille de match de Bologne, Djimali était placé derrière l'attaquant. Ouais. Donc son rôle a changé clairement, même avec la Suisse, même à la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016. Comme un 9,5. Et 9,5, il jouait à droite, jouait à gauche, il plaçait, il jouait 6, 8, whatever, il jouait plusieurs rôles. Et puis je suis d'accord que Taider pourrait avoir un certain impact en termes de but, mais Djimali, il est clairement, en voyant sa frappe de mule qu'il a, c'est un attaquant qui est né dans un corps de milieu de terrain. Quand je vois Djimali, je dis merde, dans un autre monde, dans une autre réalité, sur un attaquant, ce gars-là, tellement qu'il a une frappe hyper dangereuse. Mais oui, Taider a cet instinct offensif, non pas parce qu'il est maghrébin d'origine, il y a du sang maghrébin, non, parce qu'il aime jouer offensif de temps en temps, mais dans le jeu de l'équipe, ça aide. C'est vrai que, comme tu as dit, Newton, il apporte, il est leader, puis il essaie d'apporter un plus. Mais pour revenir au recrutement, je pense que ça va se faire un peu par défaut. L'Impact de Montréal, ils sont pas capables de faire venir qui veut. Hein. Si Rémi Garde avait le choix, je sais pas que ça serait quoi son choix. Est-ce qu'il voudrait avoir en priorité un 10, un ailier droit, un attaquant? On le sait pas. Ouais. Mais ce qui va arriver, dans la réalité, ce qui va arriver, c'est que l'Impact va magasiner, va voir quel genre de joueur qui est capable de faire venir un en MLS puis 2 à Montréal. Et si ce joueur-là, c'est un avant-centre, mais il va essayer de combler les trous ailleurs par d'autres solutions, que ce soit avec des joueurs de Ligue 2, que ce soit dans MLS. Mais s'il est capable de faire venir un numéro 10, ça va être la même chose pour les autres positions. Donc, selon moi, DeSantis doit travailler très, 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 très fort pour faire venir son prochain Djimali, son prochain Divayo. Et quand il va arriver à la table avec un vrai projet en disant, tiens, lui, ce joueur-là, notre 3e DP, il est intéressé à venir dans notre club, il joue à telle position, là, on va se retourner pour essayer de combler ce qui manque ailleurs. Probablement que ça va être de cette façon-là que ça va se faire. Mais ça, malheureusement, on peut pas le faire là. Il va falloir attendre au mois de juin. C'est un miracle si on est capable d'aller chercher quelqu'un dès le mois de mai. Quand ça a été pour Divayo, ça a été des discussions qui ont duré des mois, puis on en a entendu parler pendant des mois. Léry, c'est la même chose. On a entendu parler de lui pour la première fois vers le mois d'août. Il est arrivé pratiquement 1 an plus tard. Là, au niveau d'épée, c'est mort, là. Et puis, à moins qu'il arrive le fameux lightning in a bottle comme Drogba. Exactement. Mais comme tu dis, au niveau d'épée, tu parles au niveau d'épée star, parce que tu peux avoir des DP un salaire d'épée qui sont pas bons, quoi. Tu vois, je veux dire, parce que il y a des stars, tu sais. Je veux dire, un Divayo, par exemple. Un joueur d'impact, dans le sens. C'est pas une méga star quand on l'a signé. Ceux qui suivaient le foot, oui, on le connaissait, mais c'était pas une star, là. Non, c'était pas une star, mais on s'était dit que ceux qui suivaient la Serie A, s'il est en forme, il va claquer des buts, c'est obligé. Puis il l'a prouvé. Puis il était en excellente forme. Pour un joueur de son âge, il était très très professionnel. Sauf avec Justin Mump, mais ça c'est une autre histoire. Deuxième question d'Anthony. Personne n'a compris sa blague, c'est pas grave. Deuxième question. Êtes-vous satisfait du duo Diallo-Cabrera? Moi, oui. Dit Monsieur Anthony Bellil, @DomDapper. Moi, je suis assez satisfait avec Diallo-Cabrera. Il n'y a pas le choix. Il n'y a personne d'autre. Hein. Exact, mais ça va dépendre de nos standards. Là. Si on pense que ça va être le meilleur duo de la Ligue, on va être déçu. Exactement. Puis Diallo, quand on a vu contre une équipe un peu plus MLS et plus intense physiquement comme New York City, il avait un peu plus de mal. Ouais, moi je l'ai vu se faire tasser épaule à l'épaule, c'est pas lui qui l'a gagné. Là. Exactement. Puis il va falloir qu'il se rende compte que oui, c'était bien la domination contre Las Vegas, c'était bien, mais là quand il va jouer, quand il va affronter Camara dimanche prochain, ça se peut qu'il va falloir qu'il se raidisse un peu plus, là. Non, exactement. Puis il a fait une erreur sur le crochet. Les petits crochets, ça se peut, hein, qu'il y ait une jambe qui sorte puis qu'il va se faire avoir. Donc oui, ça va être la même chose qu'un peu l'année passée avec Simon. Il faut pas. On a décidé que Simon, il y a une grande partie des partisans qui a décidé que Simon était pourri après l'échange. Mais on va avoir des moments Simon aussi avec Diallo. Et c'est vrai, puis dans tous les cas, même si Diallo, s'il s'avère être mauvais, une catastrophe, on va le voir rapidement, mais j'ai un doute par rapport à ça. Mais que ce soit Diallo ou Cabrera, le défi, c'est de jouer ensemble
contre des adversaires à MLS durant une saison qui compte. C'est la vérité, quoi. Et on va voir les 5 prochains matchs, les 5 premiers matchs de la saison. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les manques à combler? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils compensent les uns par rapport aux autres? Diallo va devoir jouer un peu plus vite dans certains cas, va devoir temporiser. La MLS ça évolue, donc les coachs veulent jouer. Les gardiens vont plus dégager le ballon au 6 mètres, ils vont le passer au latéral, ils vont le passer au central, ils vont construire. Moi, je veux voir un Cabrera prendre des meilleures décisions. Je veux voir ses erreurs quand il se projette vers l'avant de moins en moins souvent. Là. C'est vrai, mais moi, j'aimais bien Cabrera. Le hate contre Cabrera, pas le hate, mais genre les critiques, c'est parce qu'on avait des attentes par rapport à lui. Parce qu'on voyait qu'il était pas mauvais. On est d'accord. Oh, il est encore très jeune. Là. C'est ça. Si on pensait qu'il était nul, on aurait dit, Cabrera est super. T'as vu ce qu'il fait? Mais non, parce il vient de l'école de River Plate. C'est pas une supercherie là. On nous a pas vendu un citron. Et en plus, on vient d'apprendre qu'il comprend maintenant comment dire gauche et droite en français. C'est un plus. C'est un peu stressant tout ça. Hein? C'est très stressant, sachant que ma mère était professeure de français. Ça me stresse. Bonsoir maman. Donc, par rapport à Anthony Billy, deux excellentes questions. Et puis, on verra clairement comment le collectif équipe va être défié par des vrais matchs MLS qui comptent, avec un arbitrage, avec du VAR. Attention, la première expérience de Rémi Garde avec le VAR, c'est intéressant. J'ai hâte qu'on lui pose la première question après qu'on lui refuse un but égalisateur à la 90e parce que le VAR a dit que c'était pas un but. Donc, j'ai hâte que la saison commence par rapport à ça. Parlons un peu d'attaque, la question de notre ami Dr Foot, qui est évidemment sarcastique pour qu'on commence le débat. Faut-il rappeler d'urgence Nick Dupuis? En tout cas, il faut absolument... Juste qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Là. Ça fait presque ça doit faire 5-6 jours facile là, que Jackson est blessé puis on sait pas trop c'est quoi l'ampleur de sa blessure. Il faut le plan B. Parce que Mancuso, on le sait, là, c'est pas celui qui est capable d'aligner des minutes aussi sans blessure et sans pépin physique, en tout cas. Mais est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as vu ce que j'ai décidé de refinir le match aujourd'hui là, ce que j'ai mis ils ont essayé Vargas à la... Oh, il a pas touché à aucun ballon. Puis, je pense que même le garde avait dit qu'il pensait réutiliser Vargas comme attaquant de pointe si c'est nécessaire comme plan B. Donc voilà, c'est grave. Teodoro, tu sais que tu peux jouer, tu peux dépanner entre guillemets. Je veux pas que les gens nous tweetent demain ou ce soir pour nous dire. Il y a quand même il y a quand même à son effectif quelques départs comme avant-centre à Montréal. Là. Exactement. Il a même sauvé la saison de l'Impact quand il était avant-centre à plusieurs reprises. Si on pense juste au rôle là, d'un autre, ça arrivera pas puis c'est peut-être de l'énergie perdue, mais c'est pas grave. Oduro, dans un match à l'extérieur, où il faut qu'il aille emmerder les défenseurs centraux dans un pressing, lui, il va le faire, ce pressing-là. Non, c'est vrai. Il va le faire, les courses dans la boîte. Moi, Mancuso, là, ce qui me fait... Toi, je sais, c'est généralisé, là, sa maladresse généralisée te fait rire. Bon, à la limite, c'est pas grave, mais moi, ce qui me dérange encore plus, c'est son attitude sur le terrain. Les 15 premières minutes, ça va, là. Hein? C'est une attaque. On dit, finalement, c'est reparti pour Matteo. Il a l'air à courir, il est en forme, tout ça. Mais rapidement, là, il s'absente du match. Il marche. Quand il marche pas, il fait des courses un peu bizarres. Il se propose rarement en option intelligente. Il se retrouve loin de l'action. Tu sais, c'est pas normal que c'est Taider qui se retrouve devant lui. Même chose avec Edward Moi, c'est ses prises de décision, une fois à la 20e minute de passer, ça peut pas être juste le physique, là. Pas déjà, là. Non, il est en bonne forme. Est-ce qu'il a pris un coup de vieux si gros que ça? Sur le terrain, ça peut pas être un manque de confiance. On recommence une saison. Il a l'air perdu. Non, c'est vrai, mais moi, j'ai l'impression que lorsque l'Impact joue un bloc un peu plus bas, Mancuso souffre. C'est pas nécessairement son jeu de prédiction. Il se peut que je me trompe. Les autres experts peuvent me dire si j'ai tort ou pas. Ça me dérange pas de débattre. Mais j'ai l'impression que quand ça joue un peu plus haut, ça arrange Mancuso. Quand la défense adverse monte pas qui est reculé, mais qui est un peu en déplacement et que l'Impact est capable de les faire bouger droite, gauche, axe, dépendant des passes, etc. Je pense que Mancuso peut être intéressant. Mais maintenant, c'est que
un buteur a besoin de confiance en marquant des buts. Et oui, Mancuso ne devrait pas avoir zéro confiance. La saison n'a même pas commencé. À moins qu'on lui a dit que c'est une chèvre et qu'on veut pas de lui, j'en doute fort. Mais ce qui est gênant par rapport à lui, c'est que je trouve que dans le profil de l'Impact, dans ce qu'ils ont besoin, il n'a pas du tout la capacité physique et technique de tout faire. Exactement. Et dans le rôle de l'attaquant qui ne marque pas de but, faire Oduro. Exactement. Et je suis d'accord avec toi, mais pour dire par rapport à Mancuso, c'est que sa finition c'est meilleur qu'Oduro, c'est clair. En théorie, dans une fiche. C'est moins en moins clair parce que statistiquement, c'est pas si clair que ça. Je suis d'accord, mais dans un batch FIFA, je te garantis que Mancuso est vu comme un meilleur joueur qu'Oduro. Et ça, on peut être d'accord sur ça en théorie. Mais ce qui est dérangeant dans la pratique avec Mancuso, et puis je suis dur avec lui parce que je trouve que j'ai des attentes plus grandes par rapport à lui. C'est pourquoi je suis dur avec lui, sinon je m'en foutrais. C'était vraiment pour dire, déjà, l'Impact a fait un pari all-in sur lui, qui a aucun sens. Déjà. Ça m'a dérangé. Et vraiment, tu vas me montrer les stats il y a une semaine pour qu'il ait marqué 6 buts. L'année où il a délogé Drogba pour une raison inconnue. Puis avec ces performances-là, ils ont décidé de lui donner un contrat à long terme et le mettre comme numéro 1. Bon, ça, mais ils vont le corriger. Moi, ma première prédiction, c'est que cet été, Mancuso est parti. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai arrêté de dévier, puis je vais revenir à la pré-saison 2018. C'est pour dire, et c'est pourquoi c'est dommage que Jacques Samaras soit blessé, parce que lui, il apporte quelque chose de différent. Il est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus technique. Et il a mené vers l'avant, même si ses touches sont trop lourdes dans certains cas. Je trouve que c'est une option beaucoup plus intéressante. Est-ce qu'il aurait pu prendre ce rôle d'attaquant numéro 1 au sein de l'Impact? Est-ce qu'on lui redonnait ce rôle-là? Je pense pas, mais je pense qu'il aurait pu l'endosser pendant. Il aurait pu le gagner par défaut. Le terrain, il aurait pu finir par Exactement. le gagner. Et quand j'avais fait mon rant juste avant que Jacques Samaras se blesse, je disais c'est à Mancuso de déloger Jacques Samaras et non pas l'inverse. Bon, Jacques Samaras s'est délogé lui-même en se blessant, c'est pas de sa faute, ça arrive. Et puis c'est malheureusement récurrent pour lui. Mais ce qui est important de voir, c'est que il faut que l'équilibre est assez délicat. Tu peux pas avoir juste un attaquant pointe qui est pas capable qui disparaît après 20 minutes comme t'as dit Nilton. Ça dérange. Et puis, encore une fois, là, tu dois combler 9 buts, ou 8 buts, ou 10 buts de Djemali qui sont plus là. Il faut que tu les combles. Piatti ne marque pas 20 buts, il en marque 12 au lieu de 17 ou 20, t'as 8 buts à combler, en théorie, par rapport à l'an dernier. Donc, à chaque fois, il te manque des stats à remplir. Je veux pas faire du Moneyball comme le film, mais c'est en partie ça aussi. C'est ça. C'est une ligue à budget. C'est que ça. Là. Voilà, c'est une ligue à budget, mais aussi, il faut que tes gars performent un minimum. Rémi Garde et son staff veulent mettre un cadre technique un peu plus intéressant que les dernières fois, un peu plus constant, disons. Et puis ils auront l'idée de jeu qu'ils vont pas vouloir lâcher. Mais ça dépend que les joueurs fassent leur rôle. Maintenant, si Mancuso doit être un attaquant pivot sacrifié, je pense qu'il peut le faire. Mais la pré-saison, je m'attendais un peu plus de lui. Mais en même temps, pas de chance pour lui, l'Impact était en plein renouveau. Donc tout le monde ne se connaissait pas. Personne ne se connaissait. Tout le monde devrait se connaître avec la chimie sur le terrain, hors du terrain. Donc on peut même dire est-ce qu'on peut dire que les 5 premiers matchs sont pas importants? Entre guillemets, dans le sens, ils sont importants, mais il faut qu'on attende de voir ce que ça donne. Parce que je peux pas donner une opinion. Même Edwards, je dis, ouais, il fait des mauvais trucs, il fait des bonnes choses, mais qui suis-je pour dire qu'il est mauvais ou pas assez bon? Qui suis-je pour dire que Petrasso, il est si bon que ça ou pas? Il faut voir comment le groupe va réagir pendant les 5 premiers matchs, et même les 10 premiers matchs, même si c'est le tiers de la saison. Et je pense que le staff connaît clairement les lacunes. Oui, c'est clair et net. Là. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Ils se racontent pas des bêtises, là. Ils sont pas de se mentir. Là. Ils disent, ouais, on sait qu'on est dans la merde à cause de ça, ça et ça. Ça, c'est vrai. Non. Même quand il a gagné, Rémi Garde l'a dit, c'est bien beau la victoire, mais la manière, c'est important, puis c'était pas beau. Il l'a vu. Il est très, très lucide, là. Rémi Garde, il doit rien à personne, autant au niveau de son staff que sur le terrain. Si un joueur est pas bon, ils sont fous. Ils sont fous. Et il va le dire, là, ton Matteo, tu m'en débarrasses, là, ces 700 000-là, je veux l'utiliser ailleurs. Il va le dire, là, ça le dérange pas. Là, il est pas impressionné par qui que ce soit. Il va être capable de voir jouer ça plutôt vous dire, ton gars, mais il m'empêche de gagner des matchs parce que il finit pas les actions. Il est pas capable de contribuer dans ma structure. Trouve moins de façons de m'en débarrasser puis de trouver quelqu'un qui va faire le travail. Il va le dire. C'est sûr que
La MLS, le problème, c'est qu'on n'est pas arrimé avec les autres ligues. Donc, trouver quelque chose maintenant, au mois de janvier, février, mars, c'est difficile. Au mois de mai, ça va être encore difficile parce que là, il va falloir qu'on trouve une équipe quelque part qui est prête à se débarrasser, qui est prête pas à se débarrasser, mais à laisser aller un joueur. Tu sais, une équipe qui va se retrouver en plein milieu d'un classement où il n'y a rien à gagner, rien à perdre, puis que le joueur est intéressé. C'est pas infaisable, mais c'est possible. Là. Il y a peut-être un Italien quelque part qui ont déjà commencé à discuter, là. Un vétéran de 27-29 ans en Serie A qui est prêt à faire le saut. Tout à fait. Au mois de mai, encore là, ça fait en sorte que c'est un joueur qui va aligner 1 an et demi de compétition. C'est pas évident. Là, les solutions internes, il y a pas d'avancante titulaire de disponible dans MLS. Il n'y a pas un ballot à la pointe de l'attaque qui est là pour sauver l'Impact. Il n'existe pas. Il y en a pas ailleurs. Je veux dire, ça va être, si on trouve quelqu'un, un avancante de soutien ailleurs, puis qui vient faire le travail ici, c'est une belle surprise, c'est tout. Tu sais. Est-ce qu'ils vont se retourner du côté de la USL pour voir s'il n'y a pas un joueur quelque part qui peut peut-être venir aider pendant une couple de mois jeune et le développer? Non. J'ai un gros doute, là. C'est une bonne question, mais je doute. J'ose croire que si c'était le cas, il l'aurait déjà embauché. Oui, mais regarde, Nilton, moi, ce qui dérange un peu pour la saison qui commence, et encore une fois, pour ne pas être trop alarmiste, tu sais qu'on avait dit que l'an dernier, il avait un peu de profondeur, entre guillemets, mais que les profils n'étaient pas bons, et qu'il avait une certaine confiance aveugle qui n'avait pas de sens pour commencer la saison. Cette année, on est un peu plus confiant parce qu'il y a des joueurs plus intéressants, puis il y a un renouveau, puis il y a le nirvana de l'excitation d'être c'est nouveau, c'est un nouveau jouet, on est content. Mais un truc qui me dérange, puis que on n'a pas parlé, c'est que il faut prendre en compte que les autres clubs de l'Est, certains se sont améliorés. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte et qui fait peur, entre guillemets, parce que Orlando, ils sont métamorphosés. Ils ont ajouté Meram beaucoup d'éléments. Meram et puis le gars de New York, comment il s'appelle, le militaire à New York. McCarthy? Non, avec la moustache. C'est Claxton. Claxton, c'est ça. Le Fire, bon, ils sont pas... le Fire ne sont pas nécessairement métamorphosés, mais ils sont encore là. On verra ce que ça va donner. C'est quelqu'un qui s'est amélioré. Le Columbus Crew, et ils ont pris qui? Zardes. Ils avaient changé Ola Kamara pour de l'argent puis Zardes. Donc ils ont Mike Gray là. Tu sais, ça bouge là. Il y a des équipes qui ont bougé. Donc est-ce que l'Impact a régressé entre guillemets par rapport au fait que ils sont stagnés par rapport à ils sont stagnés par rapport aux autres. Est-ce que relativement l'Impact est encore pire que l'an dernier ou en meilleure position ou est-ce qu'ils sont pires que l'an dernier parce que si on oublie les joueurs, on oublie les joueurs, ok? Disons que c'est juste des numéros là sur le terrain. On regarde un match de l'Impact 2018, on regarde un match de l'Impact 2017. L'équipe de 2018 va battre celle de 2017. Oui. Elle est beaucoup plus organisée. C'est vrai. Peu importe c'est qui est sur le terrain. Donc, juste par ça, c'est un élément positif absolu dans ce club-là. Moi, je suis confiant qu'on est capable de s'en tirer tranquille. On n'est pas une équipe championne, mais on est capable de bien survivre jusqu'à cet été. Mais on s'entend survivre, là. Mais je pense qu'on le saura rapidement après le 5e match. Après le match à Seattle le 31 mars, on va savoir rapidement à quoi ça va ressembler. Il y a pas de doute. J'enlève le match Toronto, c'est émotionnel, c'est le stade olympique, c'est pas un stade qui est le fun pour jouer dedans, sauf quand tu marques et tu gagnes et qu'il y a 50 000 personnes. Mais on verra, même... Mais à chaque fois, tu te dis, cette équipe-là est capable de se défendre et tout d'un coup, Piatti et maintenant Taider vont être capables de sortir quelque chose d'à peu près d'out of nowhere, puis on est capable d'aller chercher un point. Encore une fois, on est capable d'aller chercher 3 points. Il y a quand même le risque d'avoir une ultra-dépendance qui est pas nécessairement saine, qui est bien pour 5-10 matchs, c'est bien. Si ça marche, je serais choqué que ça marche pendant 10 matchs, mais c'est vrai, c'est possible. Quand le match contre New York City, si on regarde de l'autre côté, c'était un peu ça aussi. New York City, c'était pas wow au niveau non, vraiment pas.
Vraiment pas. C'est pourquoi j'ai confiance par rapport dans l'Est, mais il y a juste 6 places. Et quand tu as 3-4 clubs qui sont améliorés, qui sont déjà bons, en assumant qu'ils vont pas se casser la gueule, il faut que tu te battes pour 2 places. Exact. Il faut pas être malchanceux. Là. Il faut pas perdre faut pas aligner 2-3 défaites consécutives comme ça parce que ça devient compliqué un peu. Là. Exactement. Bon, une question un peu plus marrante, c'était une question on va jouer un petit jeu rapide. C'est une question de Jeff Bilodeau qui demandait est-ce qu'on peut nommer tous les meilleurs attaquants comme un Mancuso dans la MLS. Comme ça, on est bon pour 45 minutes à ne pas lui directement. Malheureusement, on n'a pas lui directement, mais on va dire rapidement. On va dire si je veux nommer des attaquants. Si t'es pas d'accord qu'il est meilleur que Mancuso, tu me dis, je m'arrête. Donc Nikolic, Villa, Ola Kamara, Bradley Phillips. A few moments later. Jovinko, Sapong, Altidore, Christian Ramirez de Minnesota, Eric Torres. Mais Ramirez, ça c'est un cas de tu sais, on a parlé tantôt de la USL puis qu'il fallait tasser là. Je peux pas croire qu'il n'y en a pas d'autres Ramirez dans la USL. Ça se trouve. Moi, si un joueur en USL qui serait intéressant, mais il appartient à Kansas City, c'est Christian Woleski. Il joue avec comment s'appelle est-ce qu'il a été échangé? Je pense qu'il était avec les Swamp Park Rangers du Kansas City, puis je pense qu'il a été échangé au Saint-Louis FC, je pense. Mais Christian Woleski, qui était au Rhinos, qui détruisait l'FC Montréal, lui serait intéressant comme profil, comme ton backup attaquant. J'ai mis son nom comme ça. Exact. Christian, de Impact FC Montreal Killer, Woleski. Faut demander à Joel Ferry de TSN 690, on le connaît par cœur. Donc, Eric Torres, Villalba d'Atlanta, Wondolowski, Freddy Montero, qui n'est plus là, Kai Kamara, Urruti, Dempsey, Laren, Will Bruin. Là, Milton ne m'a pas coupé la parole en ce moment. Donc, ils sont tous meilleurs que Mancuso. Là, ça load, mais j'attends. Allez, come on. On est en direct, là. Come on, Internet. One eternity later. Donc, Jack Harrison qui n'est plus là. Manolas, Ellis, Fernando Adi. Ellis, il est parti, non? Oui, il est parti. Mais Still better. Higuaín, Dom Dwyer. On est rendu avec même plus des attaquants qui sont meilleurs en plus. Anthony Jackson-Hamel. Il est meilleur buteur comme lui. Non, c'est sûr que. Voilà, on s'arrête là. Donc voilà, fait le travail à l'envers. On dit Mancuso, il commence dans quelle autre équipe? Aucune là, pour le moment. C'est ça. C'est ça. Mais bon, on arrête la petite blague sur Mancuso. La merci Jeff Bilodeau, c'est juste pour un peu détendre un peu entre nous là, mais c'est pour dire tu vois les attaquants des autres équipes qui ont un meilleur compteur but que Mancuso l'an dernier. Voilà. Et c'est pour ça qu'après 1 mois, 2 mois, ça va être clair et net. On va commencer à entendre des rumeurs de la part d'Italie avec des destinations possibles pour Mancuso. Il reste pas, le pauvre. Il est obligé de contribuer, il est obligé d'aligner des buts. Si t'es un gars de 700 000 $ qui est pas capable de marquer des buts dans MLS, it's gone. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, j'étais confiant avec le collectif de garde qui pourrait sauver la carrière de Mancuso avec l'Impact. Il n'y a rien qui a changé, malheureusement. C'est ça. Sur le terrain, on a rien vu. Ma confiance a baissé en voyant la pré-saison, mais je vais donner 5 matchs. Comme je donne tout le monde 5 matchs pour voir ce que ça donne. Parce que je suis curieux ce que ce collectif va donner dans des vrais matchs MLS avec des vrais arbitres. Les arbitres qui ont des décisions à prendre. Un carton jaune en pré-saison, c'est pas comme un carton jaune en saison régulière. Là, disons que l'impact entre guillemets est différent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Nilton, ou c'est déjà fini? On a fait pas mal le tour. Non, ça ressemble un peu à ça. On a finalement fait 45 minutes sur Matteo. On l'a fait, 45 minutes sur Matteo. C'est pas grave. Il nous a eu. Le deuxième jour qu'on a parlé le plus, c'est Kroliki. Wow. Ça va mal, hein? Non, ça va pas si mal que ça. Ouais, sérieux. Il y a un an, on avait perdu le match à Tampa Bay, c'est ça qui est arrivé? On avait fait le nœud? Ouais. Non, c'est bien. La pré-saison est parfaite. T'sais, on a gagné des matchs pour nous mettre en confiance. On a mal joué, mais on a gagné quand même. C'est bon. On a fait un match nul en fin de camp d'entraînement qui sauve un peu le moral, hein, parce que ça aurait été plate un peu perdre ce match-là 2-0.
Parce que ça aurait été comme tout du bon temps gaspillé avec le dernier match. Donc, le 2-2, ça nous remet à peu près, l'humeur de l'équipe reste intacte. On a mangé une volée contre Philadelphie pour prouver, mais on le savait déjà, que c'est assez léger sur le banc. Tout est clair, là. Là, aujourd'hui, on connaît, à peu près tout le monde connaît la valeur de cette équipe-là. Personne va dire... Il n'y a pas de mystère. Non, il n'y a personne qui va dire des niaiseries là, cette année, comme on en a entendu parler l'année passée. Ouais, puis il n'y aura pas... Cette année, on dit pas c'est juste un camp d'entraînement. T'sais. On le sait que c'est juste un camp d'entraînement. Et on connaît nos faiblesses. On a eu quelques... Taider vient nous rassurer. Oui. Hein, on parle plus de Blérim, c'est pas grave. Saphir est là pour faire le travail. On est content. On va pas parler de son salaire. On aurait été un peu plus content de voir Jackson Hamel prendre la place de Matteo. Mais là, finalement, non. Matteo est là par défaut. Le même Matteo. Donc, ce camp d'entraînement-là, 2018, il est positif par rapport à 2017. Je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui que je l'étais il y a un an. C'est vrai, parce que j'ai vu quelques séquences de jeu à travers chaque match, notamment contre New York, où ça jouait des intentions, une touche de balle, rapidement. Ouais. Ils essayaient à certains moments, donc dès qu'ils étaient capables d'accélérer le jeu, puis on sait que la MLS ne croit pas encore à dépenser énormément sur des joueurs défensifs en tant que ce joueur offensif, ce qui est normal, sauf si tu t'appelles Pep Guardiola. Donc, tu te dis, il y a une chance de pouvoir déstabiliser une défense adverse parce que le placement n'est pas bon, parce que tu les déstabilises, parce que tes latéraux, ils montent intelligemment, parce que individuellement, Piatti peut et il va faire la différence. Donc, exact. Il faut donner le temps à ce collectif de créer sa chimie en saison MLS. Je trouve que avec le staff qu'ils ont, les attentes sont basses parce que l'effectif n'est pas complet à mon avis. Donc le staff qu'ils ont, ils vont se débrouiller. Puis j'ai pas de doute, comme tu as dit, comme l'an dernier. Parce que l'an dernier, on était dans le néant total. Tout le monde se montait. Je sais pas pourquoi. Continuité. Ah oui, la continuité. Puis les PowerPoints. Les PowerPoints, c'est vrai. Les PowerPoints. Incroyable. Bon, pour conclure, François Aubin qui nous dit « Je suis confiant pour la saison 2018 ». Ni Lil Jon et ni Sofiane Benzaza du Cannes Foot Club n'ont prédit que YMFC serait hors des séries. Pas encore. Waouh. Mais on l'a pas dit. On l'a pas dit. Je l'ai pas confirmé aussi à Monsieur Riyad Khelifi sur notre station Anchor. Pour venir laisser un message sur Anchor pour parler avec nous en audio. Donc, ouais. On sait pas encore. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. On verra d'en parler et de trancher sur ça parce qu'on verra ce que les autres clubs... J'ai hâte de voir les autres clubs comment ils vont réagir et comment leur changement hors saison va les affecter. Parce que ça serait vraiment malhonnête de dire là aujourd'hui, dire cette équipe-là est nulle, c'est la même chose que l'année passée, elle fera pas les séries. C'est juste pour être intéressant qu'on dirait ça. Là. Ouais. C'est impossible d'être honnête et dire ce club-là n'a pas ce qu'il faut pour faire les séries. C'est faux. Même si on est un duo... Ça veut pas dire qu'ils le feront pas, là. Non, c'est vrai. Ils vont les faire. Mais là, tu regardes ce club-là, puis de façon honnête, on dit oui, ils peuvent très bien tout à fait faire les séries sans problème. Même si on est un duo épicé, c'est clair qu'on n'est pas là pour faire de la provoque, juste pour faire de la provoque. Ça, c'est clair. C'est notre... Matteo est parti. Il est parti. Mois de juin. Peut-être. Juillet. Oh les gars, si Raheem, The Dream AdWords peut te faire mentir, peut-être Mankozu pourra me faire mentir, puis l'Impact sera juste meilleur, puis pourra challenger pour un top 3. Si les deux... Je me trouve un nouveau hashtag pour Matteo, c'est ça? Matteo will be gone. Matteo will be gone, excellent. Bon, merci tout le monde de nous avoir écoutés sur les différentes plateformes podcast, SoundCloud, Stitcher si vous voulez, Pocket Cast sur Android, c'est une application que je vous recommande, sur Spreaker.com, vous pouvez le trouver Cannes Football Club, et sur iTunes et tout application qui lit les fils RSS, trouvez-nous avec Cannes Football Club Plus. Aussi, je vous invite aussi à contribuer financièrement au Cannes Football Club en allant acheter un t-shirt, le partisan, pas le partisan désigné, mais j'ai déjà oublié le t-shirt qu'on fait la promotion. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça, le partisan désigné. Le partisan, pardon. Parce qu'il y a un autre qui s'appelle le partisan désigné, le partisan. Ouais. Vous pouvez nous supporter, c'est un t-shirt à $25 canadiens. On va partager sur Facebook et Twitter tous les jours pendant un mois.
pour pouvoir nous financer, pour qu'on continue, pour supporter la Poutine Soccer. Donc c'est important de le supporter financièrement, de le supporter avec vos écoutes, vos lectures, vos interactions des réseaux sociaux. On a besoin d'un petit peu de cash pour qu'on puisse continuer à développer notre produit et nos différentes idées. Donc merci à ceux qui l'ont fait, que ce soit Monsieur Demers qui l'a fait, qui je pense qu'il avait acheté une casquette, mais continuez à nous supporter comme vous pouvez, et on apprécie ça à l'avance. Puis voilà. Milton, on se parle après Vancouver de façon officielle. Ouais, après le match nul, 1-1, à Vancouver, on se parle? Je suis pas encore prêt pour les prédictions, Milton. Je suis pas encore confortable. Je vais le dire vers jeudi. J'attends de voir. Vers la deuxième demi. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils font des prédictions quand c'est déjà pas mal clair. J'attends juste avant le dernier changement de Rémi Garde pour donner ma prédiction. On verra ce que ça va donner. Bon, on conclut sur ça. Merci tout le monde. À la prochaine. Puis on se parle cette semaine. Vous savez où nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On interagit, on pose, on s'amuse. Et bonne semaine de foot à tout le monde et bonne assemblée des membres cette semaine aussi. C'est vrai. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.